René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 9. Le double sens de l'anonymat. À propos de la conception traditionnelle des métiers, qui ne fait qu'un avec celle des arts, nous devons encore signaler une autre question importante. Les œuvres de l'art traditionnel, celles de l'art médiéval par exemple, sont généralement anonymes, et ce n'est même que très récemment que, par un effet de l'individualisme entre guillemets moderne, on a cherché à rattacher les quelques noms conservés par l'histoire à des chefs-d'œuvre connus, si bien que ces attributions entre guillemets sont souvent fort hypothétiques. Cet anonymat est tout à l'opposé de la préoccupation constante qu'ont les artistes modernes d'affirmer et de faire connaître avant tout leur individualité. Par contre, un observateur superficiel pourrait penser qu'il est comparable au caractère également anonyme des produits de l'industrie actuelle, bien que ceci ne soit assurément à aucun titre des œuvres d'art. Mais la vérité est tout autre, car s'il y a effectivement anonymat dans les deux cas, c'est pour des raisons exactement contraires. Il en est de l'anonymat comme de beaucoup d'autres choses qui, du fait de l'analogie inversée, peuvent être prises à la fois dans un sens supérieur et dans un sens inférieur. C'est ainsi, par exemple, que dans une organisation sociale traditionnelle, un être peut être en dehors des castes de deux façons, soit parce qu'il est au-dessus d'elle, Ativarna, entre parenthèses, soit parce qu'il est au-dessous, Avarna, entre parenthèses, et il est évident que ce sont là deux extrêmes opposés. D'une façon semblable, ceux des modernes qui se considèrent comme en dehors de toute religion sont à l'extrême opposé des hommes, qui, ayant pénétré l'unité principielle de toutes les traditions, ne sont plus liés exclusivement à une forme traditionnelle particulière. Note de bas de page. Ceci pourrait dire comme Muhyiddin ibn Arabi, ouvrons les guillemets, mon cœur est devenu capable de toute forme. Il est un pâturage pour les gazelles et un couvent pour les moines chrétiens, et un temple pour les idoles, et la Kaaba du pèlerin, et la table de la Torah, et le livre du Coran. Je suis la religion de l'amour, quelque route que prennent ces chameaux. Ma religion et ma foi sont la vraie religion. Fermons les guillemets. Retour au texte. Par rapport aux conditions de l'humanité normale, et en quelque sorte moyenne entre guillemets, les uns sont en deçà, tandis que les autres sont au-delà. On pourrait dire que les uns sont tombés dans l'infra-humain, entre guillemets, tandis que les autres se sont élevés au supra-humain, entre guillemets. Or, précisément, l'anonymat peut aussi caractériser à la fois l'infra-humain, entre guillemets, et le supra-humain, entre guillemets. Le premier cas est celui de l'anonymat moderne, anonymat qui est celui de la foule ou de la masse, entre guillemets, au sens où on l'entend aujourd'hui. Ouvrons la parenthèse. Et ce mot tout quantitatif de masse, entre guillemets, est encore bien significatif. Fermons la parenthèse. Et le second est celui de l'anonymat traditionnel dans ses différentes applications, y compris celles qui concernent les œuvres d'art. Pour bien comprendre ceci, il faut faire appel aux principes doctrinaux qui sont communs à toutes les traditions. L'être qui a atteint un état supra-individuel est, par là même, dégagé de toutes les conditions limitatives de l'individualité, c'est-à-dire qu'il est au-delà des déterminations de nom et forme, entre guillemets, nama rupa, entre parenthèses, qui constituent l'essence et la substance de cette individualité comme telle. Il est donc véritablement anonyme, entre guillemets, parce que, en lui, le moi, entre guillemets, s'est effacé et a complètement disparu devant le soi, entre guillemets. Note de bas de page. Sur ce sujet, voir a.k.kumaraswamy, Akimshana, Self-Nothing, dans The New Indian Antiquary, numéro d'avril 1940. Retour au texte. Ceux qui n'ont pas atteint effectivement un tel état doivent, du moins dans la mesure de leurs moyens, s'efforcer d'y parvenir, et par suite, dans la même mesure, leur activité devra imiter cet anonymat et, pourrait-on dire, y participer en quelque sorte, ce qui fournira d'ailleurs un support, entre guillemets, à leur réalisation spirituelle à venir. Cela est particulièrement visible dans les institutions monastiques, qu'il s'agisse du christianisme ou du bouddhisme, où ce qu'on pourrait appeler la pratique, entre guillemets, de l'anonymat se maintient toujours, même si le sens profond en est trop souvent oublié. Mais il ne faudrait pas croire que le reflet de cet anonymat dans l'ordre social se borne à ce seul cas particulier, et ce serait là se laisser illusionner par l'habitude de faire une distinction entre sacré entre guillemets et profane entre guillemets, distinction qui, redisons-le encore, n'existe pas et n'a même aucun sens dans les sociétés strictement traditionnelles.
Ce que nous avons dit du caractère rituel, entre guillemets, qui revêt l'activité humaine tout entière, l'explique suffisamment. Et, en ce qui concerne notamment les métiers, nous avons vu que ce caractère y est tel qu'on a cru pouvoir parler à ce propos de sacerdoce, entre guillemets. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'anonymat y soit de règle, parce qu'il représente la véritable conformité à l'ordre, entre guillemets, que l'artifex doit s'appliquer à réaliser le plus parfaitement possible dans tout ce qu'il fait. On pourrait soulever ici une objection. Puisque le métier doit être conforme à la nature propre de celui qui l'exerce, l'œuvre produite, avons-nous dit, exprimera nécessairement cette nature, et elle pourra être regardée comme parfaite en son genre, ou comme constituant un chef-d'œuvre, entre guillemets, quand elle l'exprimera d'une façon adéquate. Or, la nature dont il s'agit est l'aspect essentiel de l'individualité, c'est-à-dire ce qui est défini par le nom, entre guillemets. N'y a-t-il pas là quelque chose qui semble aller directement à l'encontre de l'anonymat ? Pour répondre à cela, il faut tout d'abord faire remarquer que, en dépit de toutes les fausses interprétations occidentales sur des notions telles que celles de moksha et de nirvana, l'extinction du moi, entre guillemets, n'est en aucune façon une annihilation de l'être, mais qu'elle implique tout au contraire comme une sublimation, entre guillemets, de ses possibilités. Ouvrons la parenthèse, sans quoi, notons-le en passant, l'idée même de résurrection, entre guillemets, n'aurait aucun sens, fermons la parenthèse. Sans doute, l'artifex, qui est encore dans l'état individuel humain, ne peut que tendre vers une telle sublimation, entre guillemets, mais le fait de garder l'anonymat sera précisément pour lui le signe de cette tendance transformante, entre guillemets. D'autre part, on peut dire encore que, par rapport à la société elle-même, ce n'est pas en tant qu'il est un tel, entre guillemets, que l'artifex produit son œuvre, mais en tant qu'il remplit une certaine fonction, entre guillemets, d'ordre proprement organique, entre guillemets, et non pas mécanique, entre guillemets. Ceci, ouvrons la parenthèse, ceci marquant la différence fondamentale avec l'industrie moderne, fermons la parenthèse, à laquelle il doit, dans son travail, s'identifier tout autant qu'il est possible. Et cette identification, en même temps qu'elle est le moyen de son ascèse entre guillemets propre, marque en quelque sorte la mesure de sa participation effective à l'organisation traditionnelle, puisque c'est par l'exercice même de son métier qu'il est incorporé à celle-ci et qu'il y occupe la place qui convient proprement à sa nature. Ainsi, de quelque façon qu'on envisage les choses, l'anonymat s'impose en quelque sorte normalement, et même si tout ce qu'il implique en principe ne peut être effectivement réalisé, il devra y avoir tout au moins un anonymat relatif, en ce sens que, là surtout où il y aura une initiation basée sur le métier, l'individualité profane ou extérieure entre guillemets, désignée comme un tel fils d'un tel, entre guillemets, nama gotra, entre parenthèses, disparaîtra dans tout ce qui se rapporte à l'exercice de ce métier. Note de bas de page. On comprendra facilement par là pourquoi, dans des initiations de métiers tels que le compagnonnage, il est interdit, tout aussi bien que dans les ordres religieux, de désigner un individu par son nom profane. Il y a bien encore un nom, donc une individualité, mais c'est une individualité déjà transformée, entre guillemets, au moins virtuellement, par le fait même de l'initiation. Retour au texte. Si maintenant nous passons à l'autre extrême, celui qui est représenté par l'industrie moderne, nous voyons que l'ouvrier y est bien aussi anonyme, mais parce que ce qu'il produit n'exprime rien de lui-même et n'est pas même véritablement son œuvre, le rôle qu'il joue dans cette production étant purement mécanique entre guillemets. En somme, l'ouvrier comme tel n'a réellement pas de nom entre guillemets parce qu'il n'est dans son travail qu'une simple unité entre guillemets numérique, sans qualité propre, qui pourrait être remplacée par toute autre unité équivalente, unité entre guillemets, c'est-à-dire par un autre ouvrier quelconque, sans qu'il y ait rien de changé dans le produit de ce travail. Et, ainsi comme nous le disions plus haut, son activité n'a plus rien de proprement humain, mais, bien loin de traduire, ou tout au moins de refléter quelque chose de supra-humain entre guillemets, elle est au contraire réduite à l'infra-humain entre guillemets, et elle tend même vers le plus bas degré de celui-ci, c'est-à-dire vers une modalité aussi complètement quantitative qu'il est possible de la réaliser dans le monde manifesté. Note de bas de page. Il pourrait seulement y avoir une différence quantitative, parce qu'un ouvrier peut travailler plus ou moins rapidement qu'un autre, et c'est dans cette rapidité que consiste, au fond, toute l'habileté entre guillemets qu'on demande de lui. Mais, au point de vue qualitatif, le produit du travail serait toujours le même, puisqu'il est déterminé non pas par la conception mentale de l'ouvrier ni par son habileté manuelle à donner à celle-ci une forme extérieure, mais uniquement par l'action de la machine dont son rôle se borne à assurer le fonctionnement. Retour au texte.
Cette activité mécanique, entre guillemets, de l'ouvrier ne représente d'ailleurs qu'un cas particulier, ouvrons la parenthèse, le plus typique qu'on puisse constater en fait dans l'état actuel, parce que l'industrie est le domaine où les conceptions modernes ont réussi à s'exprimer le plus complètement, fermons la parenthèse, de ce que le singulier idéal, entre guillemets, de nos contemporains, voudrait arriver à faire de tous les individus humains. Et dans toutes les circonstances de leur existence, c'est là une conséquence immédiate de la tendance dite égalitaire, entre guillemets, ou, en d'autres termes, de la tendance à l'uniformité, qui exige que ces individus ne soient traités que comme de simples unités, entre guillemets, numériques, réalisant ainsi l'égalité, entre guillemets, par en bas, puisque c'est là le seul sens où elle puisse être réalisée à la limite, entre guillemets, c'est-à-dire où il soit possible, sinon de l'atteindre tout à fait, ouvrons la parenthèse, car elle est au contraire, comme nous l'avons vu, aux conditions même de toute existence manifestée, fermons la parenthèse, du moins de s'en approcher de plus en plus et indéfiniment, jusqu'à ce qu'on soit parvenu au point d'arrêt, entre guillemets, qui marquera la fin du monde actuel. Si nous nous demandons ce que devient l'individu dans de telles conditions, nous voyons que, en raison de la prédominance toujours plus accentuée en lui de la quantité sur la qualité, il est pour ainsi dire réduit à son seul aspect substantiel, à celui que la doctrine hindoue appelle rupa. Ouvrons la parenthèse, et en fait, il ne peut jamais perdre la forme qui est ce qui définit l'individualité comme telle, sans perdre par là même toute existence, fermons la parenthèse, ce qui revient à dire qu'il n'est plus guère que ce que le langage courant appellerait un corps sans âme, entre guillemets, et cela au sens le plus littéral de cette expression. Dans un tel individu, en effet, l'aspect qualitatif ou essentiel a presque entièrement disparu. Ouvrons la parenthèse, nous disons presque parce que la limite ne peut jamais être atteinte en réalité, fermons la parenthèse. Et, comme cet aspect est précisément celui qui est désigné comme nama, cet individu n'a véritablement plus de nom, entre guillemets, qui lui soit propre, parce qu'il est comme vidé des qualités que ce nom doit exprimer. Il est donc réellement anonyme, entre guillemets, mais au sens inférieur de ce mot. C'est là l'anonymat de la masse, entre guillemets, dont l'individu fait partie et dans laquelle il se perd. Masse, entre guillemets, qui n'est qu'une collection de semblables individus, tous considérés comme autant d'unités, entre guillemets, arithmétiques, pures et simples. On peut bien compter de telles unités, entre guillemets, évaluant ainsi numériquement la collectivité qu'elles composent, et qui, par définition, n'est elle-même qu'une quantité, mais on ne peut aucunement donner à chacune d'elles une dénomination impliquant qu'elle se distingue des autres par quelque différence qualitative. Nous venons de dire que l'individu se perd dans la masse, entre guillemets, ou que du moins il tend de plus en plus à s'y perdre. Cette confusion, entre guillemets, dans la multiplicité quantitative correspond encore, par inversion, à la fusion, entre guillemets, dans l'unité principielle. Dans celle-ci, l'être possède toute la plénitude de ses possibilités transformées, entre guillemets, si bien qu'on pourrait dire que la distinction, entendue au sens qualitatif, y est portée à son suprême degré, en même temps que toute séparation a disparu. Dans la quantité pure, au contraire, la séparation est à son maximum, puisque c'est là que réside le principe même de la séparativité, entre guillemets. Et l'être est d'ailleurs évidemment d'autant plus séparé, entre guillemets, et plus enfermé en lui-même, que ses possibilités sont plus étroitement limitées, c'est-à-dire que son aspect essentiel comporte moins de qualités, mais en même temps, puisqu'il est d'autant moins distingué qualitativement au sein de la masse, entre guillemets, il tend bien véritablement à s'y confondre. Ce mot de confusion entre guillemets est ici d'autant mieux approprié qu'il évoque l'indistinction toute potentielle du chaos entre guillemets, et c'est bien de cela qu'il s'agit en effet, puisque l'individu tente à se réduire à son seul aspect substantiel, c'est-à-dire à ce que les scolastiques appelleraient une matière sans forme entre guillemets, où tout est en puissance et où rien n'est en acte, si bien que le terme ultime, s'il pouvait être atteint, serait une véritable dissolution de tout ce qu'il y a de réalité positive dans l'individualité, et en raison même de l'extrême opposition qui existe entre l'une et l'autre, cette confusion des êtres dans l'uniformité apparaît comme une sinistre et satanique, entre guillemets, parodie de leur fusion dans l'unité. Note de bas de page. C'est le sens de l'expression Descartes. Ouvrons les guillemets, fondu mais non confondu, fermons les guillemets, que M. Kumaraswamy, dans l'article mentionné plus haut, rapproche très justement de celui du terme sanskrit bheda-bheda, ouvrons les guillemets, distinction sans différence, fermons les guillemets, c'est-à-dire sans séparation.